immense honneur, plaisir d'accueillir deux personnalités importantes, impressionnantes. Un grand journaliste critique dramatique, Jean-Pierre Leonardini, et un grand acteur, scénographe, metteur en scène et accessoirement administrateur de la Comédie Française. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire une introduction minable après ce qu'on vient d'entendre. Ça s'enchaîne dans le temps. 72, on est 72. Il manque, alors si je vous raconte un tout petit truc, que j'ai échangé cette nuit quelques messages avec Jacques Lang. Il me disait c'est dommage, j'aurais pu venir parler quand même de 72, ma direction. J'ai dit je vais me concentrer sur le TNP. Alors on fait quand même cette petite entorse, mais parce qu'il y a une filiation sincère, profonde, réelle, évidemment que Villars et Vitesse. À tout à l'heure, merci. Eh bien, bonsoir, après cette présentation excessive. Voilà. Ce matin, nous avons eu droit à beaucoup de d'enseignements et d'informations sur Firmin Gémier. Nous avons eu ensuite un travail efficace sur l'esprit du travail de Villars. Et nous avons décidé d'un commun accord d'évoquer les deux figures, celle de Villars et celle de Vitesse, à des moments historiques divers, parce qu'il s'agit bien sûr là d'histoire du théâtre à des moments donnés, différents. Alors, l'idée c'était que Éric Ruff, qui est homme complet de théâtre, on peut le dire, comédien, entré très jeune à la Comédie Française, dont il est le patron aujourd'hui, l'administrateur général, qui est décorateur, scénographe et metteur en scène, et qu'il le veuille ou pas, héritier de ce qui était avant, quand bien même il ne les a pas fréquentés à la cafétéria du théâtre. C'est ça, être dans l'histoire du théâtre en le pratiquant. Et j'ai pensé qu'il était intéressant d'unir les deux figures de Villars et de Vitesse, les deux V, comme disait Jacques Ralit, qui a été leur ami. D'abord parce que je trouve qu'il y a un cousinage étrange entre eux. Leur nom, qui commence par un V, qui fait 5 lettres. Des noms qui commencent par V, il n'y en a pas beaucoup. Ils meurent tous les deux au même âge, à l'âge de 59 ans, à 19 ans d'intervalle. Et ils sont deux hommes, deux acteurs et deux êtres, me semble-t-il, un peu de même type. Maigre, bilieux. Je trouve, et en plus je pense que Vitesse admire beaucoup Villars, voilà. Et qu'il se situe comme un fils un peu blessé de Villars. Mais de ça, nous parlerons tout à l'heure. Je vais d'abord demander à Éric Ruff, qui a joué Villars dans le spectacle qu'avait mis en scène Schiaretti sur la pièce de Denis Guénoun et qui parlait de mai 68. On reparlera de mai 68 et par là, je crois que nous repasserons par Planchon parce que c'est la même histoire, mais avec des sentiers de traverse qui est tout à fait intéressante. J'aimerais que, Éric, vous nous disiez, votre Villars, vous avez été au sein de l'association de la Maison Jean Villars, quelqu'un d'officiel administrativement, et puis il y a ce grand documentaire sur Villars auquel vous participez. Donc votre Villars et peut-être ensuite après votre Vitesse, s'il vous plaît. Alors, c'est une introduction un peu impressionnante parce que ça donnerait l'impression que je suis spécialiste de ces deux V, ce qui n'est absolument pas le cas. J'ai eu effectivement une présidence de la Maison Jean Villars, mais c'était un rôle plus administratif qu'autre chose. Je ne peux que témoigner de ce que ces deux grands hommes de théâtre, dans l'imaginaire collectif de ce métier, ont pu me léguer, je crois.
Moi, j'ai vraiment un rapport à eux d'impression, d'admiration, et je les confonds d'ailleurs tous les deux. Alors, je ne les ai évidemment pas connus. Moi, je suis rentré à la Comédie Française en 93, et Vitesse était décédé quelques temps auparavant. Sur l'impression que ces deux hommes m'ont donné une anecdote. Alors, pardon, les acteurs procèdent par anecdote et les théoriciens par théorie. Voilà, on fait ce qu'on peut là-dessus. Lorsque j'étais à l'école Florent, et que je voulais faire ce métier, je ne savais pas exactement pourquoi je voulais faire ce métier. Un jour, je suis arrivé à l'entrée de l'école Florent et le directeur des études, qui pour moi était un monsieur âgé, j'avais à l'époque 20 ans, pleurait à chaudes larmes à l'entrée. Et je lui ai demandé, mais Frédéric, qu'est-ce qu'il se passe? Et il m'a répondu, Antoine Vitesse est mort. Et c'est un souvenir qui m'aura toujours marqué, parce qu'on est quelquefois dans ce métier un petit peu goguenard, voilà. On a des rapports un petit peu légers entre les choses, et moi j'aime plutôt bien quand les choses sont profondes, et le fait qu'on puisse pleurer pour un homme de théâtre, qu'un homme d'une cinquantaine d'années puisse pleurer à chaudes larmes devant plein de gens en disant je pleure parce qu'un grand homme de théâtre est mort et qu'on ne verra plus ses spectacles, m'a profondément marqué. Et grâce à ça, d'ailleurs, juste après, je suis rentré au conservatoire et j'ai commencé à lire, ça sortait chez POL à l'époque, la somme des écrits de Vitesse. À l'époque, 6 volumes magnifiques, dont le premier, L'école, que j'ai lu tout en étant à l'école, ce qui était un parallélisme formidable pour moi. Et puis ensuite Villard. Et ce qui m'a très impressionné chez les deux, c'est la qualité de plume, évidemment. Je suis amené à faire des notes de service, moi aussi, et l'ombre tutélaire de ces deux hommes me regarde. Et c'est vrai que j'essaye d'y faire attention, en me disant peut-être un jour ce sera lu à l'aune de cette qualité-là. Donc je tire la langue et je me relis beaucoup à chaque fois. Et ce que j'ai toujours trouvé admirable, notamment chez Vitesse, mais on peut le dire, chez Vitesse, il y avait en plus la poésie, mais la manière dont il écrivait une lettre de correspondance, la manière dont il écrivait une note de service, la manière dont il écrivait une pensée, une théorie sur son métier, et la manière dont il s'adressait à un ministre, par exemple. Tout ça se fait exactement avec la même considération et avec la même attention. Et chez Villard, c'est absolument patent. Enfin, on le sent d'ailleurs, on lit sa théorie comme on lit les notes, les notes de service, avec la même gourmandise, sans se dire, tiens, il y a un brouillon quelque part, et puis une chose absolument achevée d'un autre. Chez Vitesse, c'est la même chose. Et ça m'a toujours extrêmement étonné, le savoir encyclopédique de ces hommes-là, le fait que leurs pinceaux soient trempés dans une culture ancienne et classique extrêmement profonde, le souci du présent, évidemment, mais le souci de tout un chacun. Alors, je ne sais pas à quel point s'adresser à tout le monde exactement avec la même attention a déjà quelque chose de populaire dans la mission. Je ne le sais pas, mais cette chose-là m'a toujours impressionné et m'a toujours servi de leçon. J'ai l'impression que ces deux hommes sont restés aussi dans notre imaginaire de grands directeurs de théâtre, au-delà de leurs histoires personnelles. Et je pense que c'est grâce à ça, et je pense que les gens de ma génération, j'en parlais avec Jean tout à l'heure un petit peu par des détours, on n'est pas dans une filiation savante, de temps en temps, nos pratiques, on s'aperçoit en lisant que finalement on en est les héritiers un petit peu inconscients, mais que forcément on essaye de se mettre là-dedans. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ma pratique quotidienne. Voilà, cette chose-là, s'adresser à tout le monde de la même manière. Et finalement, quand on parle de public protéiforme, multiforme, réussir à s'adresser de la même manière aux sachants et aux non-sachants, quelle que soit l'origine sociale ou quel que soit l'âge, est une espèce de mission prépondérante. Et je pense qu'ils ont mis tous les deux le doigt là-dessus. Et puis, l'amitié, je ne sais pas si peut-être vous avez connu ces hommes-là et peut-être vous avez échangé des lettres amicales, mais notamment la correspondance de Villard avec Gérard Philippe
est exceptionnel de cette chose-là. C'est un degré d'amitié, d'une exigence absolument incroyable, comme si la condition de cette amitié était une franchise et une demande de hauteur de l'un à l'autre, alors qu'on est tous de temps en temps dans des amitiés qui se qualifient plus de complaisantes que d'autres. Là, c'est une hauteur par la correspondance, je pense, mais qui fait que ces hommes ont laissé une trace pour moi, donc par extension peut-être pour les gens de ma génération, extrêmement importante. Donc voilà, c'est par le biais de la littérature que, vous me que je disiez peux en tout à parler. l'heure, Eric, vous citiez exactement ce que Villard écrivait à Gérard Philippe. Je crois que ce serait bien de le lui dire, Oui, de le répéter. Villard écrit à un moment, je crois que je n'ai pas tout à fait les mots, mais il commence par dire « Tu es un Cid extraordinaire, tu es un comédien extraordinaire », et il finit cette courte lettre par une sorte de PS, de post-scriptum, qui dit « Je préférais que tu sois un artiste moins grand, mais un ouvrier plus scrupuleux ». Voilà. Et il mettait le doigt, je crois, simplement sur les retards légendaires de Gérard Philippe à l'entrée en scène. Merci Eric. Donc, nous avons prévu une somme de textes de l'un et l'autre, de Vitesse et de Villard. Et ce matin, écoutant parler notre ami qui est biographe de Jean Gémier, et voyant les images, je m'apercevais qu'il s'agissait là du rêve d'un théâtre de masse, enfin, de très grand nombre. C'est plus tout à fait la même chose après la Libération. Quand Villard fonde le théâtre, le Festival Avignon, qui au début, je crois, peut contenir 3000 places, et ensuite ça a été un peu réduit. Et même quand il prend après la direction de Chaillot, ça n'est pas les 5000 ou 6000 que réunit Gémier. Et puis, il semble bien qu'avec Gémier, nous soyons dans un projet né de la Troisième République, enfin. Et quand Villard commence, nous sommes après la guerre. Il y a le programme du Conseil national de la résistance. L'époque politique est, disons, gaulo-communiste. Et le public est organisé alors en collectivités très efficaces. Les comités d'entreprise, les associations culturelles d'ouvriers, d'étudiants en travail et culture. Et quand on va danser chez Villard, au TNP, on danse le paso doble et le tango. Aujourd'hui, on danserait autre chose. On ferait ça. C'est tout ça pour dire que ces figures que nous révérons, elles sont historiques. Et qu'elles nous servent, bien sûr, dans la rigueur civique, oserais-je dire. Et Villard et Vitesse en sont l'exemple flagrant. Donc, nous avons prévu, par exemple, de demander à Eric de nous lire un texte de Villard de 1942. Lorsqu'il travaille lorsqu'il est jeune comédien et surtout jeune écrivain, dans La Roulotte, qui était dirigée par une figure de la décentralisation trop oubliée, qui s'appelle André Clavé, et qui ensuite s'est distingué dans la télévision, dans l'ORTF. Et on voit très bien que ce jeune Villard, qui sillonne 2 départements de France avec du théâtre, un peu à la façon du Capitaine Fracasse, il découvre les paysans, mais il découvre les paysans de 1942. Je rappelle que c'est en 1956 qu'on aura repéré en France le dernier paysan en Savoie qui dormait avec ses vaches. Nous avons là une paysannerie qui n'est plus celle que nous connaissons. Voilà. Je ne voudrais pas faire de la sociologie absolument, mais il est bon de savoir que ces paysans-là que découvre Villard n'ont peut-être pas de tracteur encore, tout se fait à cheval. Donc, il y a de la nostalgie rurale et en même temps, il y a un type qui s'affirme déjà. Et je rappelle qu'à ce moment-là, il participe au mouvement Jeune France. Le mouvement Jeune France a été initié par Pétain. Hein, et c'est contemporain aussi de ce qui s'est passé à Uriage, où des intellectuels s'inscrivant dans des associations faites par le pouvoir préparent la libération.
À Uriage, nous avions des gens comme Maurice Blanchot ou Hubert Bovmery qui fondera le monde après la guerre. Voilà. C'est pour situer les choses. Pour nous, après Gémier, la grande coupure de 39-45, Villars apparaît avec son projet et nous l'explorerons petit à petit. Et nous comparerons un petit peu avec l'itinéraire d'Antoine Vitesse. À vous, Éric, si vous voulez bien. Bassesse du théâtre français. Il est assez écœurant de voir à quel degré de bassesse est tombé le théâtre français. Aussi bien du point de vue exploitant qu'auteur. Manque absolu d'originalité dans la forme, manque de courage et ce qui est pire, absence presque totale de conception esthétique. On va comme on peut vers on ne sait où. Société larvée de paresse intellectuelle, sans grande foi et en général sans pensée autre que quotidienne. Supplique sans avenir autre que celui du lendemain. C'est un public athée auquel s'adresse l'acteur par-dessus la rampe. Comment, dans de quelles conditions, une œuvre forte, puissante, peut-elle être créée et aimée, trouvée, comme on dit, son public? Les théâtres de Paris étant fermés à un exploitant jeune et propre, et d'autre part les institutions officielles se moquant absolument de tout effort, de toute rénovation théâtrale, mes camarades et moi n'avons eu qu'un seul moyen pour vivre de notre art, organiser des tournées en province et rouler de ville en village avec un spectacle que nous aimions et qu'il fallait faire aimer. Après 5 mois de tournée en Bretagne, en Anjou, en Touraine, dans la Nièvre et le Morvan, si mes camarades et moi sommes heureux de nous rappeler tout un chapelet de souvenirs quant à la qualité du public paysan et au peu de confort de leur salle, il est certain en tout cas que sans secours extérieur, notre tournée au bout de 5 mois aurait été déficitaire. Et pourtant le public paysan va au théâtre et paye largement sa place. Mais les conditions de vie sont telles à l'heure actuelle qu'un chef de troupe doit couvrir journalièrement en tournée des dépenses qui varient entre 3 000 et 3 500 francs. Nous avons joué du Synge devant des publics qui d'habitude voyaient jouer sur leur scène paroissiale ou communale Roger la Honte ou Les Deux Orphelines ou Le Monstre de Barbizon. Je crois que c'est là une chose dont nous pouvons nous enorgueillir. Car Synge est un auteur difficile, car l'esprit des personnels de Synge n'est pas celui de nos paysans de province, qui d'autre part est si proche de celui des personnages de Molière. Mais pour un chef de troupe qui a joué un peu partout et un peu de tout en province, Musset, Molière, Synge, La Biche, c'est sans grand effort que l'on triomphe avec un Molière. L'effort consiste à jouer autre chose là-bas, et particulièrement les jeunes auteurs ou des auteurs plus difficiles. Je ne connais que 2 troupes qui soient sorties un peu du commun et de l'ordinaire, celle qui a joué du Peggy dans la Sarthe et la nôtre qui a joué 70 fois Synge en province. Les organisations officielles devraient nous aider, nous faire des commandes sérieuses, c'est-à-dire longtemps à l'avance, très précises et régulièrement, et bien payées. Car avec les marchés irréguliers de la toile, du bois et du tissu, le moindre devis qu'une petite pièce en un acte s'élève à plusieurs milliers de francs. Sans cela, les chefs de troupe, pour vivre, ou plus exactement pour faire vivre cette famille qu'est une troupe, sont obligés de conclure des marchés 8 lieues avec les directeurs impresariaux et de jouer des pièces dont le succès est assuré. Autant dire que la place ne sera libre dans ces conditions qu'aux marchands du temple et que le théâtre, plus que jamais, continuera à vivre de ses compromissions et de ses bassesses. Donc c'est 42, c'est déjà un programme. Oui, c'est déjà un programme. Et alors après, nous passerons à 51, c'est-à-dire le manifeste de Suresnes et le début, le Cid qui tourne. Mais ce qui, me semble-t-il, est très intéressant, et ça nous ramène à ce qui était dit ce matin. Lorsque nous avons appris, nous avons su, Madame nous a rappelé, que Gémier était un fils d'Antoine, en quelque sorte, pas d'Antoine Vitesse, André-Antoine. Hein, il y a 2 Antoine. Enfin. Et alors que, manifestement, Villars, c'est quand même Copeau du Lin, la filiation. Hein. C'est indiscutable. Ça commence donc par le goût du tréteau que Copeau a remis en... Et je me demande si la troupe qui joue Peggy dans la Sarthe, c'est pas Copeau. Je me demande. Hein, c'est pas impossible.
Donc c'est une autre filiation. Hein. Et ça passe dans l'océan. Disons, en gros, ça serait Copeau, Dulin, Jouvet. C'est la même famille. Le patron, le père ayant été Copeau. Je rappelle que Jouvet a tout appris chez Copeau, qu'il a été son second pendant très longtemps, qu'il a tout fait, Jouvet, chez Copeau. Il a été machiniste et il a appris à monter l'éclairage. Et puis Jouvet, à la fin de sa vie, se penche sur les écrits de Sabatini, qui est de la Renaissance, le grand maître du théâtre concret. Hein. Il y a ce côté-là chez Jouvet. Et ce qui me paraît tout à fait excitant de surcroît, c'est que Jouvet meurt en juillet 1951 et qu'il avait été pressenti par le gouvernement gaulliste pour être délégué à la décentralisation, quelque chose dans ce goût-là. Et c'est après la mort brutale de Jouvet à l'Athénée que Madame Jeanne Laurent choisit Villars pour une mission semblable. Il y a donc là encore un passage de relais involontaire voulu par la mort, en quelque sorte. Alors, je pense qu'il serait bien que maintenant, vous puissiez nous lire, cher ami, le manifeste de 51, Suresnes. Hein. Nous étions en 42. Suresnes, c'est le début du projet de Villars. Il est nommé, et voilà ce qu'il veut faire. Petit manifeste de Suresnes. Nous n'avons pas d'exclusive. Le Théâtre national populaire est un service public. Il impose à celui qui en a la charge indifférence à l'égard de certaines querelles, mais nous ne déférons pas pour autant de cette recherche quotidienne sans quoi l'artiste n'est rien. Il s'agit d'apporter à la partie la plus vive de la société contemporaine, aux hommes et aux femmes, de la tâche ingrate et du labeur dur, les charmes d'un art dont il n'aurait jamais dû, depuis le temps des cathédrales et des mystères, être sevré. Il nous faut remettre et réunir dans les travées de la construction dramatique le petit boutiquier de Suresnes et le haut magistrat, l'ouvrier de Puteaux et l'agent de change, le facteur des pauvres et le professeur agrégé. On sent bien qu'il n'est pas question pour nous d'éduquer, par le truchement des chefs-d'œuvre, un public. La mission du théâtre est plus humble, encore qu'aussi généreuse. Il doit plaire, séduire, réjouir, et nous couper pour un temps de nos peines intimes et de nos misères. C'est un beau programme, et peut-être même qu'il pourrait être celui d'un homme de théâtre d'aujourd'hui. Excusez-moi, je me fais trop confiance. J'ai une affection, parce qu'une curiosité particulière pour ce passage. Parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, chez ces grands chercheurs de théâtre qui étaient ces 2V, avec des gens qui étaient acteurs eux-mêmes, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec Jean-Pierre, Villars était un acteur exemplaire pour ceux qui ont dans l'oreille les enregistrements de Villars, on pourrait presque dire, et je ne veux évidemment, ce n'est pas une critique, mais il y a quelque chose qui, chez Gérard Philipe, emporte son époque et donc qui a vieilli et pas du tout chez Villars. Villars, peut-être parce que la qualité de son humilité ou peut-être la régie à la Villars, comment on sert les choses en ne se mettant pas en avant, devait peut-être lui demander dans son jeu une sorte de netteté, de rigueur, peut-être de neutralité qui fait que ça s'écoute encore maintenant absolument magnifiquement. Pour n'importe quelle oreille moderne, il pourrait rentrer sur un plateau actuellement et jouer. C'est assez extraordinaire. Et donc ces manufacturiers, ces artisans étaient aussi des penseurs. Voilà, c'est ça qui est exceptionnel. Et d'ailleurs, quand on regarde leurs écrits et qu'on connaît leur vie et leur activité, on se demande comment ils ont eu ce temps-là.
C'est fascinant, comme en vitesse, avec le nombre de mises en scène, avec la direction des théâtres. Où a-t-il eu le temps? Et Jean-Pierre me disait qu'en plus, il répondait à la moindre critique. Il avait une correspondance en plus avec les critiques de théâtre extrêmement ample. Donc, ce qui est fascinant chez eux, c'est que de temps en temps, on se dit « oui, mais Villard a dit ça ». Et si on se plonge dans ses écrits, Villard a aussi dit le contraire. Donc en plus, c'est des pensées d'un équilibre que je trouve d'une modernité très grande. Et on va chercher de temps en temps les mannes de ces grands hommes pour dire « c'était ça la modernité ». Ils nous ont conduits sur ce chemin-là d'une grande radicalité. Et quand on lit ça, je trouve, ce serait dur pour un directeur de théâtre de dire ça actuellement, de dire la mission du théâtre est humble, il doit plaire, séduire, réjouir, nous couper pour un temps de nos peines intimes et de nos misères. Parce que ça ne paraîtrait pas suffisant. On se dirait, mais alors où est l'injonction du public, où est la mission politique du théâtre? Vous ne pouvez pas vous contenter d'être dans une chose qui a l'air d'être d'une oisiveté un petit peu inutile, alors qu'il faut être dans un aigu absolument utile. Peut-être je l'analyse mal, mais je fais partie d'une génération où c'est des schismes, voire des sticks de temps en temps, d'un directeur à l'autre, où tout d'un coup, nous nous regardons sur des continents extrêmement différents. Alors peut-être que moi, j'ai la chance de diriger la Comédie Française et on fait 14 créations par an, je crois, dans ce théâtre, parce que nous sommes 400 et qu'on fait plus de 900 représentations par an. Alors si je devais avoir un seul tropisme, qu'il soit d'ailleurs divertissant ou aigu et politique, je n'arriverai pas à avoir suffisamment d'imagination. Donc fort heureusement que j'ai comme devoir d'accueillir l'enfant de 7 ans et l'abonné, ce qui n'existe plus, mais celui qui vient, en tout cas le fidèle de 77 ans. Je reçois quelquefois des lettres sur mon bureau de gens qui me disent « ça fait 70 ans que je suis abonné à la Comédie Française. Monsieur Ruff, comment est-ce que vous pouvez m'aider à voir des spectacles cette saison ?» Tout dans les injonctions que j'ai me demande de ne pas répondre à cette population-là, qui, je ne sais pas pourquoi, mais ne rentrerait pas dans les cadres modernes des gens qu'il faut faire venir au théâtre. Et en même temps, comment refuser cette fidélité-là? Comment ne pas s'appuyer dessus? Comment la reconnaître comme une chose absolument extraordinaire? Donc il est vrai que si on se réfère aux grands hommes qui nous ont légué leurs pensées, celle de Villard est éclairée, elle est complexe, mais elle est complète aussi. Et j'adore lire l'idée, alors ça n'est pas dit divertissement, c'est dit plaire, séduire, réjouir, ça tourne autour, on ne va pas faire des batailles sémantiques, mais il y a une des vertus du théâtre, et moi j'y crois beaucoup, et je l'aime beaucoup, cette vertu-là, c'est aussi de nous faire sortir de notre vie à certains moments pour lire les choses différemment, les écouter différemment, les mettre en concordance différemment. Et d'autant plus que nous ne sommes pas, nous, en face, dans une injonction d'un discours. On n'est pas là pour éduquer. On est là pour éventuellement faire résonner nos oreilles contemporaines avec des problématiques qui sont les nôtres pour des siècles et des siècles. Bon, voilà, j'aime Villard pour ça aussi, parce que vous souscrivez à ça. Je souscris absolument à ça. Ouais. Je comprends. Alors, l'itinéraire de... Micro. Ah oui, pardon. L'itinéraire de Villard, personnage combattant du théâtre, comme Vitesse d'ailleurs, n'a pas été un chemin parfait. Au contraire, il a affronté la polémique, la colère sociale. D'abord parce que ce théâtre, il le voulait populaire. C'est-à-dire qu'il fut un temps où le directeur de théâtre privé imaginait qu'il allait leur prendre du public. Enfin, il était en concurrence avec eux, en fait. Et notamment Jacques Berthaud, le patron du théâtre Berthaud, qui faisait du théâtre... quand même de recherche et relativement intelligent. Enfin, c'était pas n'importe qui, Berthaud. C'était un rival de Villard. Ce qui est intéressant à réfléchir, c'est que au début de Villard, je parle à Chaillot, au Théâtre National, à Chaillot, il avait, dans Bref, il s'était entouré d'une équipe de valeureuses, d'intellectuels, et entre autres, excusez du peu, Roland Barthes, Bernard Dort, André Gisselbrecht, Guy Dumur, Jean Duvigneau,
tous gens remarquables, qui ont été partisans du théâtre de Villars tout de suite, et qui, après la révélation apportée par la tournée du Berliner Ensemble, à la vue du théâtre de Brecht, se sont dit que c'était ça qu'il fallait. Barthes et Dort ont été éblouis par le théâtre de Brecht et par ce qui venait avec le Berliner Ensemble. Et ils ont reproché à Villars, même dans les colonnes de Bref, de vouloir la communion du peuple rassemblé, alors qu'il fallait diviser comme le faisait Brecht. Peut-être en oubliant que Brecht travaillait dans un pays qui avait été anéanti par le nazisme et que la division réflexive s'imposait avec force à lui, alors que ce n'était pas tout à fait l'enjeu de ce qui s'est passé en France, même s'il y avait eu la collaboration. Donc il y a eu un vrai divorce. Et bon, j'ai bien connu Bernard Dort, que je révérais. Il en parlait souvent de ça. Il s'en voulait peut-être même un peu, d'ailleurs. Mais voilà, ça fait partie de l'itinéraire de Villars. Et il s'est battu avec ça. Et il a bien redit là où il se situait. Il restait partisan, en effet, d'un théâtre non plus du peuple, comme on disait avant. Aujourd'hui, comment dire, est-ce qu'on peut parler d'un théâtre du peuple aujourd'hui, même si nous gardons le sigle théâtre national et populaire? Difficile. Le mot lui-même aujourd'hui, quel est-il? Sauf dans les discours politiques. Tous les hommes politiques parlent du peuple. Mais pour chacun, ça a une signification diverse, évidemment. Ils ne voient pas tous le même peuple. Voilà, ce sont des questions qui, me semble-t-il, affleurent dans cette histoire-là du théâtre national populaire. Donc c'était une incise simplement pour rappeler que Villars, là aussi, a eu affaire à ses amis qui le repoussaient un peu à un moment donné. Alors, on va peut-être choisir un autre texte. Vous avez idée, Eric de Sartre, non la réponse à Sartre, peut-être qu'on peut faire ça. Vous avez raison. Il y a une réponse à Sartre. Sur sa qualité de lutte et de combat. Ouais. Voilà. À Sartre, remarquant qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers dans la salle, Villars réplique. Lorsqu'on parle du théâtre populaire, on fiche tout par terre en ne pensant qu'au public ouvrier. Un instituteur qui essaie de maintenir le dialogue dans son village est un homme de condition ouvrière malgré ses mains blanches. En entrant à Chaillot, je n'ai pas dit « peuple, nous allons te faire du populaire » ou « peuple, nous allons te créer une âme collective ». J'ai des raisons de penser que nous avons touché une part vraie et importante du public populaire. Cela, si l'on veut bien ne pas oublier le sens des mots. Populaire veut dire peuple, je crois, et non pas seulement ouvrier ou usine. C'est pour ce public socialement assez définissable, mais pauvre, que le TNP travaille. Et je n'ai pas attendu d'être subventionné pour le faire. Les écrivains de théâtre de gauche, qui pendant plusieurs années ont travaillé uniquement pour le public fortuné et sans souci du populaire, devraient avoir au moins l'extrême pudeur de se taire. Ce n'est pas moi qui touche des droits d'auteur des pièces de gauche jouées sur le boulevard à plein tarif. Pendant 5 ans, à Avignon, sans subvention d'État, dans l'actuelle équipe du TNP, j'ai mené cette tâche. J'aimerais qu'on respectât au moins cela, sinon les résultats sociaux du TNP. Si le théâtre n'est pas encore devenu absolument populaire au TNP, c'est aussi parce que la culture n'est pas encore en France devenue populaire, non plus que la philosophie, la littérature et les sciences. Pas une ride quand même, c'est bien. Alors ça, nous arrivons maintenant à la période des années 50-60, et presque avant 68 donc. Je rappelle que Villars n'a plus beaucoup à vivre. Il aura ce festival d'Avignon en 68 terrible, où il sera vilipendé par des jeunes gens, on va dire, gauchistes et chevelés. Quand on crie
Villard, Béjart, Salazar, ce qui n'est pas d'une grande finesse, enfin. Et il en a été très, très blessé. Je pense que ça ne l'a pas aidé à poursuivre sa vie. Il a été mortifié par ça, bien sûr. Et il y a aussi qu'il avait invité le Living Theatre de Julian Beck, parce que justement, il voulait ouvrir le festival à des formes radicales et neuves, et que ça s'est très mal passé avec Julian Beck, qui a voulu jouer à l'extérieur, dans la ville, alors que ce n'est pas prévu dans le contrat. Les Avignonnais, plutôt conservateurs et viticulteurs dans l'âme, se sont indignés. Puis le Living jouait nu, des femmes s'évanouissaient, enfin ça s'est très mal passé. Et autour de Julian Beck se sont cristallisés des gens qui venaient de Paris, enfin, qui étaient des révoltés, ou je sais pas, révolutionnaires, je ne sais pas, mais enfin, des gens en colère qui ont pris Villard comme suppôt du conservatisme, de la réaction générale. Et voilà. Donc il en a souffert. Je me rappelle très bien que Paul Piot et Jacques Ralite étaient autour de lui pour le protéger. Hein. Voilà. C'était une époque très moche. Donc c'est 67. Alors en 68. Mais en 67, Villard prononce cette conférence à la Sorbonne et il redéfinit sa doctrine. Un théâtre populaire doit avoir une doctrine à laquelle obéissent tous les membres et artistes de ce théâtre. Et chacun des membres et artistes ne doit pas oublier la mission qui s'est imposée ou que l'on confie à ce théâtre. D'où formation nouvelle du comédien, formation nouvelle de l'administrateur et des techniciens du théâtre, reconsidération de la hiérarchie théâtrale, du moins s'il est nécessaire qu'il y en ait une. Quelle doctrine ? Il serait trop long d'en parler ce soir. Disons qu'il ne peut y avoir à l'intérieur d'une équipe de théâtre populaire, du directeur au dernier employé de secrétariat, personne qui, en plus de sa fonction d'artiste, de technicien ou d'administratif, ne soit aussi un militant de cette cause populaire. Merci. C'est donc réitérer le message initial et persister et signer dans son être, en quelque sorte. Mais là, nous sommes en 67. Et en 67 se prépare un changement brutal de mentalité dans l'histoire de France et couve des indignations neuves. Et on parle beaucoup à ce moment-là, rappelez-vous, de ce qui a été nommé le non-public. C'est quelque chose qui va émerger très fort dans les États généraux de Villeurbanne maintenant, dont Planchon et Chéreau ont été en quelque sorte sinon les maîtres d'œuvre, du moins parmi les éléments les plus actifs. Hein. On s'aperçoit à ce moment-là que le public populaire, celui de Villard après la Libération, n'est plus le même et que la société commence de connaître ce qu'on pourrait appeler une mue anthropologique. Et aujourd'hui, n'en parlons pas. Tout se passe autrement. Le peuple se définit autrement. Les individus se définissent de moins en moins dans un collectif reconnaissable. Et des gens prennent conscience de cela, que le peuple va devenir, selon l'acception néolibérale, le grand public, et plus tout à fait le peuple reconnaissable à des traits distinctifs. C'est ainsi que, par exemple, je relève un texte qui m'a tout à fait troublé, un passage de Roger Planchon. En 67, il dit, et on va voir comme ça a des conséquences ensuite, même sur l'esthétique ou sur la direction que prend notre théâtre. En 67, c'est donc un an avant la déclaration de Villeurbanne, Roger Planchon dit « Dans les 20 années à venir va se former un prolétariat coupé de toute culture. C'est ce qu'il faudrait regarder, les sous-hommes que cette société est en train de fabriquer. D'autre part, la plupart des grands créateurs crachent sur cette société, la vomissent. Il faudrait réintégrer le créateur, le poète, dans la société.
pense que c'est un moment très important dans l'histoire de notre théâtre, dans l'histoire politique de notre théâtre. C'est ce moment-là où justement les créateurs prennent le pouvoir, après avoir constaté qu'ils sont des ferments de la société bourgeoise, coupés du peuple, et d'un peuple qui se désintéresse de plus en plus de ce qu'ils font. Et pour cela, ils revendiquent tout le pouvoir aux créateurs. Je pense qu'ils l'ont eu. Je pense qu'ils l'ont eu à la faveur, par exemple, de l'accession au pouvoir de la gauche. Hein. Et c'est pour ça que nous avons pu avoir, à ce moment-là, une grande école de mise en scène et des metteurs en scène d'extrême talent. Je pense à Planchon, Chéreau, Lavaudan, entre autres, qui ont à voir, bien sûr, terriblement avec l'histoire du TNP Villeurbanne. Hein. Je pense que là, nous avons quelque chose d'intéressant et une coupure avec ce non-public dont on se préoccupe moins, même si on sait qu'il existe. C'est une piste, me semble-t-il, à explorer. Et je rappelle que nous avons vécu à cette époque-là, avec l'extension des moyens accordés aux artistes, à titre officiel, des choses admirables. C'est indiscutable. Je rappelle que Villard, lui, se disait régisseur. Et il se mettait ainsi dans la piste, dans la ligne droite de Jouvet, qui, tout en étant metteur en scène, se moquait toujours des metteurs en scène qui tentaient de se substituer à l'auteur pour briller. Jouvet était aussi partisan d'une humilité sur le plateau. Hein. Ça, c'est l'école Copeau-Dulin. Enfin, voilà. On mettait l'acteur aux premières loges, mais avant tout l'auteur. Voilà. Nous avons connu l'ère de la mise en scène la plus brillante dans ces années-là. Je me rappelle un texte de Roger Planchon dans Le Monde, saluant l'arrivée glorieuse de Bob Wilson, qui en effet est indiscutablement un très grand artiste qui a renouvelé l'art de la scène par la vision, plus forcément par le texte. Je crois que là, nous avons le début d'autres aventures modernes qui se perpétuent aujourd'hui sous d'autres auspices. Et il faudrait la creuser longuement, quoi. Hein, mais on n'a pas le temps, là. On va alors peut-être... vous vouliez... Oui, juste une remarque là-dessus sur les créateurs et le régisseur. Ça ne veut pas dire que les créateurs ne l'ont pas fait, mais il y a un mot de Villard qui, dans l'exercice de mes fonctions, me fait toujours sourire et me fait du bien. Il dit à un moment, et je crois qu'il le dit à Gérard Philippe, il dit « L'administration aussi est une grande aventure ». Et peut-être que la notion du régisseur, de celui qui justement le touche à tout, qui ne virevolte pas, mais qui touche chaque chose profondément pour essayer d'en créer suffisamment de liens pour en avoir une compréhension globale. Celui qui justement essaye de parler à un acteur comme à un technicien de la même manière et qui essaye de faire dire à l'argent qui est donné ou qui est douloureusement collecté un sens tout aussi entendable, plausible et direct qu'une réplique de théâtre. Il y a quelque chose d'admirable dans cette ambition. Et d'ailleurs, je pense que la douleur qu'il a pu ressentir en ayant tellement cultivé l'intérêt de la jeunesse, en ayant cette réponse-là à Avignon, la douleur vient aussi du fait que oui, c'est porter le flanc à toutes les critiques que de vouloir créer une synthèse entre tout. On connaît la tentation, lorsqu'on est directeur artistique, de rester dans cette marge-là qui finalement peut être assez confortable, parce que toute critique artistique est forcément subjective, tandis que toute critique administrative, généralement, est posée sur un tableau Excel qui dit d'autres choses.
Et c'est une chose moi, me passionne parce que je l'ai lu, je l'ai appris, et ma pratique à moi, le dialogue que j'ai avec ce qu'on appelle à la Comédie Française le directeur général des services, est un dialogue incessant. Malheureusement, je viens de perdre Kim Pham, qui s'en va au Louvre, qui était une personnalité magnifique. J'ai passé 8 ans à échanger sa novlangue économique et administrative avec ce qui était pour lui une novlangue, celle du plateau. Donc on a cessé d'essayer de définir une sémantique commune pour que nous puissions parler exactement de la même chose, et que tout d'un coup, moi, je puisse être à même d'expliquer à un acteur ce qu'est la fongibilité asymétrique, par exemple. Voilà, ce qui sont des notions qui paraissent très poétiques quand on entend la première fois, mais qui correspondent, voilà, à des notions d'économie et d'administration. Fondamentalement, Villard et Vitesse, d'une certaine manière, nous apprend aussi cette chose-là, qu'il n'y a pas de terrain réservé, de chasse gardée dans un théâtre, et qu'on ne peut pas se libérer de toute une partie sans y faire attention. Si on veut absolument que la bête sortie d'usine d'un théâtre, c'est bête de dire ça, mais à quoi ça sert l'organisation d'un théâtre? La Comédie Française, il y a 400 personnes, il y a 80 métiers, tous avec une expertise absolument dingue, mais à la sortie, il y a juste quelqu'un qui dort et quelqu'un qui pleure sur des fauteuils côte à côte. Donc tout ça étant très subjectif, pour essayer de maîtriser cette chose-là, cet animal rétif qui s'appelle l'émotion au théâtre, le fait d'essayer d'en comprendre tous les éléments, c'est Villard. En tout cas, c'est cette figure-là qui nous l'apprend. Et donc j'adore cette phrase, l'administration aussi, c'est une grande aventure. Merci Eric. Il y a quelque chose à souligner. Donc nous en étions en 76-68, c'est-à-dire qu'après, c'est le TNP Villeurbanne qui possède le sigle, c'est-à-dire c'est là un véritable acte de décentralisation, pour ainsi dire. C'est Jacques Duhamel, le ministre, je crois, qui décide de cela. Donc, quelque chose là se passe, le TNP n'est plus parisien. Enfin. Et c'est là que nous rejoignons Vitesse comme fils de Villard. Enfin, Vitesse a été employé par... Vitesse a commencé très tard, vers 30-35 ans. Il disait, après, je suis un homme pressé, enfin, parce qu'il y avait du temps à rattraper. Il a donc fait ses études chez Tania Berachova, comme beaucoup d'autres de l'époque. Et puis, il cherche du travail, et puis il est marié, et il a des enfants déjà. Et ça n'est pas facile. Il est un temps secrétaire de Louis Aragon, qu'il aime beaucoup, enfin, qu'il imitait à la perfection d'ailleurs, et qu'il aimait beaucoup. Ils étaient très liés. Aragon a beaucoup compté pour lui, elle a aidé, bien sûr. Et il aimait Elsa Triolet, puisque Vitesse a fait des langues orientales et est devenu un slavisant non négligeable. Il a pu traduire Tchekhov ou les Mènes, Maïakovsky, qu'il a monté au début. Et il est employé à Chaillot pendant 2 ans par Villard, mais à des tâches subalternes. Je crois qu'il travaillait pour Bref, qui relisait les articles. Donc il n'a pas été reconnu pour ce qu'il pensait être, quelqu'un de remarquable. Mais il n'est pas remarqué par Villard. Et je suis persuadé, moi, que lorsqu'il est nommé à Chaillot, par Langue, pour lui, on ne parlera pas de revanche, mais pour lui, il est enfin élu là où il voulait être, quoi. C'est-à-dire comme un Villard numéro 2, comme un fils de Villard, enfin. Pour lui, je crois, c'est la Légion d'honneur à ce moment-là. Mais une place aux Français est libre, enfin. C'est l'époque Langue Mitterrand où on a nommé des artistes de renom venus de l'extérieur à la Comédie Française. C'était Jacques Lassalle, Jean-Pierre Vincent, puis plus loin Antoine Vitesse. Je crois que c'est à la suite d'une espèce de déficit assez considérable qu'avait rencontré le spectacle Le Soulier de satin de Claudel, qui était un spectacle phare, bien sûr, d'Antoine Vitesse, une espèce de chef-d'œuvre de mise en scène comme ça de Claudel,
qu'il lui a été proposé que la dette soit épongée s'il acceptait de prendre la tête du Français. Je suis persuadé qu'il a été heureux vraiment qu'à Chaillot, en lieu et place de Villars, que dans son esprit. Mais tout ça est subjectif. Peut-être que s'il revenait me tirer par les pieds, les uns et les autres, ils auraient raison. Mais je vous le dis aujourd'hui, je pense ça. Là-bas, il a été complètement comblé. Donc, je vais demander à notre ami de lire un texte que je trouve très beau. Il est assez long. Il est en suite. Il est de 78, le premier. C'est tiré de Extrait d'éclat de Jacques Lang et Jean-Denis Brodin, édition Simoën, 78. Et nous avons une suite aussi belle, je crois, qui est dans les lettres françaises, en 71. Je crois que tout est là du rapport de Vitesse à Villars. Pour Jean Villars. Au fond, on nous dit, c'est facile, il n'y a qu'à faire comme Villars. Lui, il remplissait la salle. Le tout est d'être populaire. J'enrage d'entendre parler de Villars comme on en parle aujourd'hui. J'ai envie de crier que ce n'est pas vrai, ou pas exactement vrai, que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Que les mots que l'on cite n'avaient pas le sens qu'on le croit, mais c'est peine perdue. Les gens en place ont intérêt à donner de Villars une image bienséante pour nous l'opposer et nous faire honte. À croire que Villars s'est contenté d'inventer un bon système d'abonnement, un bon fichier de collectivité, et que les salles étaient pleines parce que les spectacles étaient simples, clairs, satisfaisants pour tout le monde. C'est vrai que les spectacles de Villars avaient la clarté même, étaient la clarté même. Mais il fallait qu'on apprît à la voir, cette clarté. Ce fut proprement un combat. Aujourd'hui, si je dis à des jeunes gens que l'absence du rideau de scène et du décor fut ressentie comme un scandale, ils vont me rire au nez. Mais la haine alors d'une partie de la presse et de la profession pour l'œuvre de Villars semble maintenant incompréhensible. Que n'a-t-on entendu pourtant sur le public enrégimenté qui emplissait ce théâtre rouge? Oui, rouge, j'emploie ce mot démodé, c'était l'époque de la guerre froide, ne l'oubliez pas. Et rien dans le travail du TNP n'était gagné d'avance. Tout avait un sens. Jouer à Suresnes, jouer pour le comité d'entreprise des usines Renault, ce n'est pas de la culture innocente. Une des plus belles réussites de Villars fut de retirer à la critique sa fonction de censure. En la privant de son efficacité immédiate, il lui donnait une chance de retrouver sa dignité. Les journalistes ne pouvaient plus espérer nuire au spectacle ou craindre de leur nuire et se censurer eux-mêmes car ils venaient trop tard. Et leurs articles paraissaient quand des milliers de gens avaient déjà vu les pièces. J'ai envie de dire que la critique y perdait sa puissance temporelle pour gagner une autorité spirituelle. C'était la séparation de l'Église et de l'État. Nous, alors, spectateurs, nous savions que notre abonnement était une adhésion morale à quelque chose de nouveau. Quel plaisir nous avions à l'idée que notre présence réduisait Jean-Jacques Gaultier à l'impuissance. Et rappelez-vous, c'était le grand maître, en ce temps-là, la terreur. Pour Jean Villars, suite. Sa mort, le fait que sa mort, qui le garde au seuil de sa vieillesse, élégant et mince, semblable à son image, sa mort donc nous amène à prendre mesure du temps qui nous sépare des premiers festivals d'Avignon et du TNP d'autrefois. Il nous force à réfléchir sur ce que nous avons appris grâce à lui. Nous ne savions pas lire un plateau nu, c'est-à-dire un espace où les acteurs sont seuls porteurs des signes du spectacle. Et cet apprentissage-là fut en lui-même une révolution. Un spectacle de Villars ressemblait à du linge séchant sur un fil. Tout est là, tout est donné là, nulle épaisseur, pas de coulisses, autre que celle de l'imaginaire. Que ne peut-on rêver à regarder du linge? Les coulisses, c'était nous dans la nuit. Mythologie de la nuit chez Villars. Ce plateau qui nous a appris à regarder les acteurs n'était pas un tréteau de foire en plein jour. La nuit n'était pas une absence, mais un signe, elle aussi. Sommeil ou somnambulisme, cela enveloppait le spectacle et s'y infiltrait. Le théâtre de Villars était fait avec de la nuit, comme une peinture est faite aussi de son support. Et ce théâtre, en effet, ressemblait beaucoup plus à de la peinture que tous les théâtres qui utilisent la peinture, les éclairages de la peinture, etc.
Lui, la peinture était dans son essence même. Cela, nous ne l'avions pas remarqué tout de suite. Nous pouvons le savoir maintenant, après que l'art du théâtre a changé plusieurs fois depuis Villars, et déjà la mise en scène sociologiste vulgaire, postérieure à Villars, a terriblement vieilli. Nous pouvons bien faire le contraire de Villars. J'ai envie de dire que nous lui devons notre liberté. Quelque chose, en tout cas, de notre liberté, cette nouvelle façon de voir, cet esprit de la peinture, par exemple. Et que nous lui devons aussi notre angoisse devant l'énigme que son œuvre a posée aux hommes de théâtre et en son temps résolu, trouver une forme nouvelle qui exprime chaque transformation du rapport entre le théâtre et son public. Attention, cela ne veut pas dire une forme nouvelle pour un public nouveau. Ça, c'est de la démagogie, l'ouvriérisme, la vulgarité. Non. Il s'agit bien d'une forme nouvelle pour une nouvelle façon d'aller au théâtre. Le prix, ou comment on s'habille, et le regard que l'on a sur le spectacle. Et si tout le monde voit la même image ou des images différentes, et si on est nombreux ou pas, etc. Disons cela, je dis bien par omission que l'énigme de Villars ne me permet pas de définir un théâtre de classe. On sait que ce n'était pas là son souci. Mais elle n'en est pas moins posée à nous tous, quel que soit notre théâtre, et le temps n'attend pas, il faut répondre. Cela est plus urgent aujourd'hui que jamais. Le changement des formes ne peut être laissé au mouvement inconscient de la mode. Nous ne pouvons pas nous contenter de faire du bon travail sans plus. Vraiment, il faut répondre. La question de la forme n'est pas une simple question de forme. Le théâtre périphérique, les centres dramatiques de province, les maisons de la culture, ce qu'il en reste, le TNP, les troupes permanentes, tout cela qui est l'héritage de Villars affirme simplement par son existence que le théâtre est dû au public. On a peine à s'imaginer la haine que cette idée suscite encore et combien cette modeste conquête est menacée. C'est pourquoi chacune de nos défaites est plus grave qu'une défaite. C'est un prétexte à qui veut la mort de tout le théâtre que, faute de mieux, j'appellerais populaire. Et observer que nos défaites viennent généralement d'une mauvaise réponse à l'énigme de Villars. N'est-ce pas que c'est un texte magnifique, enfin. J'ai l'impression au début, lorsqu'il parle de la mort de Villars, qui au seuil de la vieillesse, élégant et mince, est semblable à son image, j'ai l'impression qu'Antoine parle de lui-même et que ce serait prémonitoire, mais c'est encore une rêverie. Dieu me pardonne, mais j'y pense très fort, il me semble. Je trouve qu'ils se ressemblaient en plus. Hein. Ce sont des hommes maigres, nerveux, qui ne commettent pas d'abus. Je me rappelle qu'Antoine, le midi à Chaillot, mangeait un yaourt. Ça n'est pas... franchement, ça n'est pas un ogre. Enfin, c'est un homme avec des goûts alimentaires très simples, qui se surveille, enfin, qui est tout esprit, me semble-t-il. Et je pense que Villars a cette qualité-là aussi. Alors, quelque chose est tout à fait intéressant, parce qu'au théâtre populaire, évidemment, répond le slogan célèbre de Vitesse, élitaire pour tous. Élitaire pour tous, je crois qu'à ce moment-là, il fait de nécessité vertu, parce qu'il ne travaille que dans des tout petits théâtres ou des petits lieux, des gymnases, des salles des fêtes. Il tourne ses premiers spectacles en province, dans des lieux assez arides. Il n'a pas de grande salle. Donc, élitaire, oui, parce que l'exigence est grande, pour tous souhaités. Mais par la force des choses, pas là. Je crois qu'il s'en est expliqué là-dessus, d'ailleurs. Et il l'a bien dit, c'est un texte que nous n'avons pas choisi, mais qui est tout à fait révélateur, enfin. Et qui ne veut pas dire qu'il s'inscrit en faux contre le théâtre de Villars, mais qu'il est pour une qualité maximale, pour peu de nombre à la fois, pour peu de gens à la fois. Et que c'est ce qui est important. Il ne s'agit pas de rassembler un peuple unanime. Il s'agit de travailler en détail sur de l'exigence partagée par le public. Ça se défend.
Mais je crois qu'après, une fois qu'il a eu Chaillot, il a pu parler d'Élitaire pour tous. Il avait 2000 personnes dans la salle. Enfin, ça, tout change, vraiment. Je crois vraiment qu'il y avait dans cette chose-là une petite provocation. Hein. Bon. Alors, c'est vrai, je le redis, pour lui, Chaillot, ça a été la couronne, quoi. Hein. Je ne dis pas que entrant en français, c'était des choix. Au contraire, c'était une récompense. Mais je pense qu'il a vécu avec moins d'ardeur. Il a continué d'ailleurs de mettre en scène partout dans le monde. Hein. Il s'est exercé à l'opéra sans être musicien, hein, ce qui n'est pas une mince affaire quand même. Il aime la musique, mais il ne lit pas la musique. Vous me direz qu'il y a des chefs qui savent la lire, hein, et la conduire. Il a monté les opéras de Verdi. Hein, il a monté Verdi. Hein. Mais ça, je n'ai pas vu. Je regrette. Je faisais juste une petite réflexion sur le physique. Non, sur le physique. Ce que vous disiez du physique commun de ces deux hommes secs, graves. Il est vrai que dans toutes les interviews, on a l'impression qu'on ne pouvait pas leur taper sur l'épaule très, très régulièrement à ces deux hommes-là. Et en même temps, ils ont laissé, et je pense que c'est presque un phénomène de compensation, sans doute. On fait quelquefois du théâtre pour exister là où on ne sait pas être. Villard qui a inventé Avignon et Vitesse qui a marqué Avignon d'une nuit avec le soulier de satin qui est resté dans toutes les mémoires, qui est absolument légendaire maintenant. On dit d'Avignon, en tout cas c'est comme ça que je le vis, et c'est comme ça que la plupart du temps nous vivons les expériences nocturnes à l'extérieur. Il y a de l'érotisme quand on est à l'extérieur, dans l'oriflamme qui claque de Villard, et la nuit, et le petit jour qui se lève, et le vent sur la joue, etc. Et c'est assez beau, je trouve, de savoir qu'on associe la rigueur de ces hommes où rien ne dépasse à l'érotisme de la nuit, et que c'est eux qui en sont les porteurs. Voilà. Et je me faisais, en vous écoutant les réflexions, que celui, alors il n'est pas français, mais je commence à bien le connaître maintenant, Ivo van Hove, qui pourrait être une figure aussi droite comme ça, aussi dense. Et j'ai eu la chance de voir le Electro-Rest qu'Ivo avait monté à la Comédie Française. Nous l'avons joué à Ipidore, et c'était une expérience assez incroyable. Et l'anecdote dit que Ivo considère, je crois, que le spectacle que nous avions créé à la Comédie Française, il y avait quelque chose de bancal. Il y avait quelque chose qu'on n'avait pas trouvé. On ne se le disait pas à ce point-là, ni moi ni lui. Mais lorsque tout d'un coup il est arrivé, pas dans le lieu d'origine, ce qui n'est pas exactement ce lieu-là, mais en tout cas dans la forme originelle de ce théâtre-là, où effectivement les hommes sont des fourmis se réclamant de je ne sais pas quelle surpuissance au milieu d'une nature tellement indifférente et grandiose, Ivo a changé l'ensemble de sa mise en scène, et il estime qu'il l'a trouvé, et effectivement cette différence était absolument formidable. Donc ça me fait penser à ces hommes-là, la rigueur et l'érotisme qui n'est pas donné à les écouter, mais dans lequel ils se précipitent dans des lieux invraisemblables de non-tenue, parce que c'est l'extérieur et que le Mistral et que tout ça, voilà, ça n'est que des éléments immaîtrisés pour les hommes d'une maîtrise absolue. Et je trouve que ce mariage est assez beau. Et pour greffer une pensée sur ce que vous venez de dire, et je me rappelle très bien que à Chaillot, Vitesse, jouant Faust, est apparu nu. Ce qui est quand même reportons-nous à l'époque, enfin. Oui, pour un homme nu sur un plateau qui dirige le théâtre. Un comédien que je trouvais un peu rhétorique au début, un peu fermé comme ça, et qui se permet ça. Denis Podalides peut être nu. Je veux dire que ça lui est consubstantiel. Il peut même jouer habillé. Il joue de temps en temps habillé, il faut se le rappeler. Oui, c'est vrai, on peut dire. Mais Antoine Vitesse, je dois dire que c'était un acte je pense, de témérité et de provocation un peu froide, comme il pouvait en être capable, enfin. Voilà. Alors, il a défendu son théâtre des idées, enfin, Vitesse, hein, bien sûr. Là encore, une fois, il voulait dire en gros du théâtre qui a du sens. Enfin, ça ne voulait pas dire un théâtre à forte teneur idéologique,
Alors, je rappelle, pour faire la différence avec Villard, que Villard est un homme est un républicain, lecteur d'Alain, philosophe, libre penseur, plutôt, qu'on dirait, social-démocrate, enfin, ou radical. Radical, comme on disait radical avant la guerre, enfin, hein, pas les radicaux d'aujourd'hui, qu'il n'y en a plus, d'ailleurs, enfin, ils sont très peu, quoi. Mais avant, c'était très important. Édouard Herriot, ancien maire de Lyon, radical. Enfin, il y a eu de grandes figures de cette gauche-là. Hein. Voilà, la pensée de Villard, c'est ça. On l'a accusé, bien sûr, d'être communiste parce qu'il voulait faire venir des ouvriers autant que possible. Enfin, il faisait venir l'ouvrier de Suresnes, le professeur agrégé. Aujourd'hui, ce public-là, à Suresnes, il est au chômage, le type. Les autres, ils font autre chose. Enfin, le peuple a changé, c'est plus le même. Hein. On pourrait dire, je veux faire venir l'informaticien de Juvisy, mais bon, c'est autre chose. Hein. Je disais donc que Vitesse se situe artistiquement, je crois, dans la lignée de Villard, sauf qu'il a quand même un chant, il n'est plus Copeau du Linjouvet, il va en Russie, enfin, hein, et c'est Meyerhold. La grande révolution pour Antoine Vitesse, c'est Meyerhold. C'est la découverte de Meyerhold, de Stanislavski aussi, mais de Meyerhold, disciple effréné et inventif de Stanislavski. Ce qui l'a nourri pour quand il monte Catherine, d'après les cloches de bal d'Avignon, qui est un grand moment d'Avignon, où les acteurs s'emparent du texte, et c'est une mise en scène, en quelque sorte. C'est accent grave haineux, petit jeu de mots. On voit les acteurs bondir sur la table du repas et lire le texte et faire des choses relativement rares à l'époque. Je veux dire que la liberté grande que prend Vitesse avec le théâtre, à ce moment-là, elle passe par ce qu'il enseigne au conservatoire, qui le libère, qui lui permet de fabriquer des acteurs, de donner naissance à des acteurs infiniment libres et inventifs, dont certains se retrouveront en français d'ailleurs. Hein. Et voilà, je crois que son chemin de Damas, ça a véritablement été la rencontre avec Meyerhold par le texte de Meyerhold, puisqu'Antoine parle le russe et l'écrit. C'est tout à fait important pour lui. Il a traduit Tchekhov, il a traduit Le Don paisible de Sholokov, cet écrivain cosaque qui a eu le prix Nobel, dont on a dit que ce n'est pas lui qui l'avait écrit, alors qu'Antoine, qui connaissait Sholokov, a dit qu'il avait écrit. Bon. Et Antoine quitte le Parti communiste quand les Soviétiques entrent en Afghanistan. C'est une différence avec Villard, qui est un homme de gauche, un républicain, qui n'est pas encarté, tandis qu'Antoine a cru et a décru. Voilà, un parcours logique. Et il a écrit de très belles pages sur la déception et sur le cauchemar, en disant que le KGB, après tout, était le fils de l'Okhrana et qu'on n'a pas voulu le voir, et que ce qu'on aimait dans l'Union soviétique, c'était sa cruauté, et qu'on avait tort d'aimer ça. Il a écrit des pages déchirantes là-dessus. On n'a pas choisi ça, puisqu'on parlait du théâtre, mais bon, le théâtre et la politique, ça a un lien quand même, semble-t-il. Est-ce qu'on est trop long, trop court? On en est où, là? 1h10, on est parfait, Jean-Pierre. Peut-être que vous pouvez nous demander de voir si on peut répondre à des questions ou pas. Mais... Jean-Pierre, vous proposez un micro qui circule? Oui, moi je voulais dire qu'on a souvent l'idée de la Russie cosmopolite, de la région parisienne. Il y a le Vitesse de Tréhard. La première élève avec Istria, c'est d'accord. Il est dramaturge secret de Tréhard. Il fait les lectures de Mystère au gouffre de Mayakovsky.
il a un rôle très important, parce qu'effectivement, à cette époque-là, à partir de 62 à Caen, il y a cette maison de la culture, il y a des départements, et Vitesse a peut-être rencontré une forme de distanciation de Villars à Chaillot, et a éprouvé avec Tréhard aussi un rapport un peu chien-chat. Donc c'est quand même important qu'il a eu du mal à imposer sa posture une. L'expérience de Caen est très importante, c'est Mayakovsky et c'est la première élève avec Ispria, dont il rencontra après 3 versions, une à Chaillot, mais aussi celle des quartiers d'Ivry, au moment où précisément il disait théâtre élitaire. Et je pense qu'il y a cette dimension provinciale de Vitesse qui est souvent un peu effacée. Voilà. C'est très juste sur Tréhard à Caen, c'est très juste sur ce qu'il a fait ailleurs. Il a été aussi au Théâtre quotidien de Marseille, ce qui n'était pas négligeable. Il a mis en scène là-bas et il a joué. Et puis après, il y a l'amitié avec Debauche. Non, il y a des grands pans de son existence artistique qui n'ont pas été évoqués, c'est juste. Mais c'est vrai qu'il a eu des soutiens en province. Et il a joué, il a créé en province, évidemment. Il a créé le Dragon de Schwartz. Ça s'est fait en province. Premier Électre, évidemment. C'est l'évidence, vous avez raison, c'est juste. Mais cela a été un peu laissé dans l'ombre parce que nous avions été un peu intéressés par la comparaison, par le travail comparatiste entre les deux figures. Hein. Nous ne sommes pas vraiment entrés dans les détails. Mais vous avez raison. Quelqu'un d'autre ? Non, moi je ne peux pas avoir Merci. Je vais avoir seulement une petite remarque de femme du peuple. C'est, par exemple, c'est un exemple parmi bien d'autres quand vous parlez, l'exemple Villars, quand il fait les mises en scène, c'est, si je m'abuse, comme du linge étendu qui sèche. Moi, je trouve que c'est chouette de dire ça, mais je voudrais bien avoir une image, là, sur cet écran, me montrant une mise en scène de Villars, et je me dirais, pourquoi c'est du linge qui sèche? Ça serait didactique, ça serait intéressant. Je crois que pour moi, il y a des bribes comme ça qui m'ont bien intéressé, mais ça m'est passé complètement au-dessus. Vous avez raison, on n'a pas d'image. Nous n'avons pas, comme la dame qui a parlé de Gémier, amené un portfolio. On est resté uniquement sur les textes. L'image du linge séchant sur un fil, pour la clarté, c'est une belle image, c'est une métaphore, mais comment l'expliquer sinon qu'elle est une métaphore et qu'elle, oui, elle peut être énigmatique. En tout cas, elle parle de la clarté du linge propre, quoi. C'est ce qu'il dit, la clarté de Villars. Mais bon, pardon, on n'a pas le... Vitesse parlait aussi de ce qu'on appelle le théâtre nu, le plateau nu. Quand vous travaillez à la Cour d'honneur et que vous avez la chance de faire une mise en scène ou d'y jouer, mis à part de sortir de la grande arche du fond, des quelques portes qui sont au fond de la Cour d'honneur, il n'y a pas de coulisses. Dès qu'on arrive, on est à vue de tout le monde. Alors que lorsqu'il y a un décor, on peut s'approcher de la scène, être masqué, éviter ce qu'on appelle au théâtre les découvertes. Les découvertes, c'est ce que le spectateur voit par une échappée de porte qu'il ne devrait pas voir. Donc généralement, on met des taps, on ferme pour que l'imaginaire reste. Et là, Villars dit, j'arrive à faire du théâtre avec un linge qui pend, et effectivement un linge qui pend, on voit la personne arriver qui se cache derrière le linge et on le verra passer de l'autre côté. Donc c'est une pure convention. C'est ce qu'on appelle le théâtre nu, et je crois que c'était la grande qualité pour Vitesse du théâtre de Villars. Je ne sais pas si je suis plus clair. En clair, le linge qui sèche sur un fil, c'est évidemment dans ma phrase une métaphore, mais c'est une réalité poétique extraordinaire dans la Locandiera de Visconti, où il y avait le linge, et chez Planchon, des scènes entières, et chez Streller.
draps sur les fils ont servi exactement à ce que Éric vient de dire. Découverte, couverte, ça servait, c'était techniquement nécessaire, poétiquement plein. Je pense que c'est à la fois métaphorique et que Vitesse, qui était un érudit du théâtre, se réfère à des mises en scène historiques, celle de Visconti, La Locandiera, et le Dandin de Blanchon de 58. Et à ce compte-là, le petit rideau brechtien est un drap qui sèche aussi. Hein. Exactement. On va très loin. Hein. Encore une question ou deux? J'aimerais... Florence, oui. J'aimerais juste rappeler un détail, c'est les formidables trous de mémoire de Villard en tant qu'acteur. J'ai été souffleur à Avignon et j'étais dans la fosse quand il était Thomas More. Et comme il avait une diction très intellectuelle, je ne savais jamais si c'était un effet de sa diction ou si c'était un trou. C'est-à-dire qu'il disait, par exemple, « Oui, monseigneur, mais... » Silence. Était-ce un trou? Était-ce un effet? Je dois dire que c'est l'expérience la plus dure de ma vie, dans cette fosse, à toutes les représentations de Thomas More. Terreur du souffleur, bien sûr. Ah, ça, c'est formidable d'apprendre ça, parce que ça, je ne savais pas, personne ne le sait, sinon vous, enfin. Ah non, c'est formidable, ça me plaît beaucoup. Juste une anecdote, je disais tout à l'heure que de temps en temps, on comprend ce qu'on a lu il y a très longtemps en traversant les mêmes situations. Lors de cette pandémie, ce que nous avons traversé, on a fait, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, ce qu'on a appelé le théâtre à la table. Donc on choisissait une œuvre le lundi, on la filmait le vendredi, et puis on la présentait le samedi, donc dans un temps extrêmement court. On a fait beaucoup de répertoires, des ovnis, mais aussi du Robert Garnier, du Racine, du Molière, etc. Et j'ai beaucoup pensé à Villard parce que moi-même, par exemple, j'ai fait la régie, finalement dans le sens villarien du terme, de Tartuffe, par exemple. Et Tartuffe, j'avoue que jamais je me serais risqué à monter cette pièce avec le nombre de références, de metteurs en scène, de spectacles qui existent, mais là, dans l'urgence de devoir simplement gérer tout autant la pause, le sandwich, que à peu près la compréhension du texte et que la place de la caméra pour que ça soit à peu près clair pour tout le monde, donc presque un exercice à la Villard que j'ai beaucoup mieux compris grâce à ça. Tout d'un coup, il me paraissait tout à fait... presque aisé de monter Tartuffe, parce que je n'avais presque pas le choix du temps. Et on a monté le soulier de satin. On a monté le soulier de satin parce qu'à un moment, on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire sur la fin de l'empêchement du public de venir? On se dit, il nous reste un mois, qu'est-ce qu'on peut faire d'une espèce de grande montagne pour essayer de finir, pour que ça soit exemplaire pour nous? Et on s'est dit, tiens, le soulier de satin. Alors j'ai relu la didascalie extraordinaire de Claudel, qui dit que le désordre est le délice de l'imagination et qui propose des didascalies en disant plus c'est le bordel, mieux c'est, les acteurs vont venir quand c'est pas leur scène, se fier des petits billets, etc. Je dis, ben, c'est exactement l'exercice du théâtre à la table, tant mieux, très bien, on va partir là-dessus. Et évidemment, j'ai eu la chance d'interroger sur la création du soulier de satin, pas celui évidemment de 47 à la Comédie Française, mais celui de Vitesse à Avignon. Gilles David et Didier Sandre, qui sont tous les deux à la Comédie Française et qui ont travaillé là-dessus, qui m'ont raconté plein d'anecdotes, dont une anecdote qui peut-être révèle l'élégance du personnage. Les acteurs ont demandé, j'ai demandé à Gilles, mais vous aviez tout monté? Et il m'a dit non, Antoine avait ôté telle scène et telle scène, la troisième journée, etc. Puis, comme je venais de lire l'œuvre, je me disais, c'est très curieux d'ôter ces scènes-là, qui sont finalement les plus faciles à monter, de garder certaines autres qui sont très dures à monter. Il dit, pourquoi est-ce qu'il en a ôté certaines? Et il m'a dit, mais on ne sait pas, Antoine nous a dit, l'intégrale reste à faire. Et finalement, nous l'avons fait, nous, alors dans cette forme de théâtre à la table, mais ça m'a presque autorisé à le faire. Et
il est vrai que dans l'exercice et dans le résultat de l'exercice, je me suis dit, mais tiens, Vitesse n'a pu le monter que d'une certaine façon villarienne, c'est-à-dire en ayant très peu de temps. Gilles me disait, alors il a travaillé les grandes scènes assez longuement, mais les petites scènes, nous on le voyait une fois, il nous disait quelque chose, on retournait en studio le travailler, puis ensuite on le représentait une seconde fois, et la troisième fois, eh ben, on le jouait devant des gens, donc dans une grande rapidité. Et j'ai demandé à mes camarades de la comédie, donc Gilles David, Christian Gonon, Thierry Ancis et moi-même, on s'est répartis les 4 journées, parce que je ne pouvais pas tout monter. Et en fait, la différence ne se voit pas. Donc, l'artiste en premier, finalement, à la moulinette de ce temps-là et de cet exercice, ça ne se voit pas. Mais on avait fait un alphabet évidemment commun entre nous. Mais j'ai compris ce que pouvait dire Villard du régisseur, pour le coup, parce qu'on arrivait à travailler jusqu'au moment, et ça s'arrêtait juste au moment où j'aurais pu dire, pour moi, Rodrigue, c'est... Et ça fait pas mal de bien au théâtre que d'empêcher le metteur en scène d'arriver jusqu'à là de temps en temps, parce que je trouve que la lecture objective, concrète, directe, brute, quelquefois a des qualités de théâtre beaucoup plus grandes que lorsqu'on laisse le metteur en scène s'exprimer au-delà. Donc voilà, c'était une belle expérience, parce qu'en passant par Vitesse, il y a eu quelque chose de Villard. Voilà, c'est mon expérience sensible de tout ça d'il y a quelques mois. Merci Eric. Puisque vous ne voulez pas que nous nous séparions tout de suite, je vais proposer à notre ami Eric de lire des textes de Vitesse. Il y en a 3 ou 4 comme ça. Je pense que ça bouclera les choses. Sur les rois et la nation. Et là, je m'adresse à l'administrateur général du français, enfin, puisque il va s'agir de la comédie française. Hein. Je pense qu'on peut commencer par Les rois et la nation, si vous voulez bien, Eric. Élargissement du public, qui est un texte de 88. C'est comme vous voulez. Si vous voulez qu'on arrête, vous le dites. Hein, on ne va pas vous forcer. Il y a un très beau texte qui est connu, qui est un plaisir à lire. C'est Vitesse sur l'acteur. L'acteur est un poète qui écrit sur le sable. Et pour finir, je vous casse la baraque, Eric. Allez-y. Ce sera un très beau portrait de la grande tragédienne Madeleine Marion, qui était une amie d'Antoine, qui a beaucoup travaillé avec lui et qui dont notre ami a été l'élève. Voilà. Donc, voilà. Je vous en prie, Eric. Les rois et la nation. C'est une grande tromperie d'associer le nom de la comédie française au siècle de Louis XIV seulement. Elle contient en elle d'autres traditions. Elle porta, il y a 2 siècles, un autre nom, le théâtre de la nation. Le souvenir de la République naissante, celui de Talma et de l'Empire, devrait être aussi vif que celui de l'Ancien Régime. Or, avec le temps qui a passé, la confusion des moments de l'histoire, c'est comme si le roi régnait encore. Louis XIV, avec ses culottes et sa perruque, envahit notre mémoire. Il dévore Molière, qui ne semble plus être que son serviteur et dont le culte ambigu a quelque chose d'un hommage à toute l'époque, contrainte et servile qu'il peignit. Nous avons beau saluer chaque jour Voltaire, tout nous dit que nous sommes au temps de l'absolutisme. L'édifice, pourtant, où nous nous trouvons à l'âge des Lumières. Eh oui. Je comprends d'une façon très précise ce qu'il dit. Sur l'élargissement du public, j'ai dit et je maintiens que ce théâtre-ci, la comédie française, est le mieux placé qui soit dans la configuration actuelle du théâtre en France pour élargir la base sociale du public. Ce n'est pas un paradoxe. La comédie française ne doit pas aller chercher le public, mais l'amener à elle telle qu'elle est. C'est le temple lui-même que l'on doit désirer. Cette préoccupation va bien au-delà du souci immédiat de remplissage de la salle pour lequel je sais que l'on travaille bien. Rien ne me serait plus étranger que de condamner ou rejeter la majorité du public existant, pas plus encore une fois que la troupe. Et je tiens à ce que rien ne soit une provocation. Je vois bien d'ailleurs tout ce qui est ici fait pour améliorer l'accueil et donner confiance. Et je tiens à ce que rien ne soit une provocation. Christiane Jataï est venue faire un spectacle à la Comédie Française qui était la règle du jeu d'après Renoir. Et j'avais vu 2 ou 3 spectacles de Christiane Jataï qui m'avaient bouleversé.
il est venu et elle me demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire ou pas. Ça me fait penser à ça. Et je disais, tu peux tout faire à la Comédie Française, tu peux faire une prise de judo au public, mais je veux que tu l'accompagnes jusqu'au tatami. Voilà. C'est exactement ça. Je tiens à ce que rien ne soit une provocation. Effectivement, on peut faire beaucoup de choses à la Comédie Française. Sur l'acteur. L'acteur est un poète qui écrit sur le sable. Les deux termes sont exacts. On ne saurait dénier à l'acteur la qualité de poète ou de romancier, cela pour dire une qualité d'artiste comparable à celle d'un écrivain. Comme un écrivain, il puise en lui-même, dans sa mémoire, la matière de son art. Il compose un récit selon le personnage fictif proposé par le texte. Maître d'un jeu de leurre, il ajoute et retranche, offre et retire. Il sculpte dans l'air son corps mouvant et sa voix changeante. Mais aussi c'est sur le sable. L'édifice ne dure pas longtemps. Le vent et les vagues le recouvrent bientôt. Il ne demeure que dans la mémoire de ceux qui l'ont vu. À cause de cela même, il devient comme un élément de l'histoire. Nous nous souvenons des pièces de théâtre comme de ce qui nous est arrivé dans la vraie vie. Ça, j'ai souvent employé cette phrase, maître d'un jeu de leurre, il ajoute et retranche. C'est une notion sur l'art de l'acteur que je trouve extraordinaire et qui, de temps en temps, aide le pédagogue, lorsqu'il l'est, à expliquer à un jeune acteur que son rapport entre sa vie et le texte importe peu, et que de temps en temps, l'art de l'acteur est aussi un petit peu, comme on dirait, d'une chasse ou d'une pêche. On peut poser sur la table les camouflages, les appos, les leurres, pour s'approcher de la vérité le plus d'une façon extrêmement objective, et que le copain peut le faire tout aussi bien, et qu'il n'y a pas de personnalisation à avoir au-delà. Et de temps en temps, cette distance-là fait du bien, surtout aux jeunes acteurs qui forcément veulent emporter leur vérité et la mettre absolument partout. Mais c'est ça aussi, c'est l'héritage. Ça aussi, c'est l'héritage d'Avignon. Voilà. Parce qu'Avignon, sa vérité d'acteur, dans l'immensité de la cour, comme moi j'ai commencé à la Comédie Française, je jouais Don Carlos dans le Don Juan mis en scène par Jacques Lassalle. Et je sortais des langes du cours Florent et j'avais travaillé ma vérité d'acteur, mais dans des studios tout petits, c'était pas du tout en proportion. Et je me souviens que je montais dans les gradins et je comprenais immédiatement ce qu'il fallait jouer et je redescendais et je ne comprenais plus. Je ne comprenais plus que ce que le public voulait voir, c'était un Seigneur qui arrivait et que la manière dont moi je pensais, ce qu'avait mangé le Seigneur le matin, etc., ne marchait absolument pas. Et qu'il fallait juste que je sois d'une image, d'une compréhension, que je fasse partie de l'image provoquée, constituée, etc. Et c'était une grande leçon. Et je pense que voilà, les metteurs en scène qui ont travaillé là-bas ont un art de l'acteur aussi qui emporte cette distance-là. Et puis Madeleine. Alors, à cause de ce texte-là, pauvre Madeleine, elle a eu des générations d'acteurs au conservatoire dont j'ai fait partie qui lui ont « Madeleine, on veut travailler Claudel ». Voilà. Je pense qu'elle aurait voulu travailler plein d'autres choses, mais Vitesse l'a condamnée à ça. Portrait de la tragédienne Madeleine Marion, par Antoine Vitesse. Je ne veux jamais parler de Claudel sans rendre un hommage à la comédienne Madeleine Marion. Sans elle, je ne comprendrais pas Claudel. Je ne comprendrais pas la langue française si je ne l'avais pas entendue, elle, dans Isée, en 1958. J'ai compris d'un seul coup que la poésie de Claudel était une langue naturelle. Mais comme l'hommage est toujours plus ou moins un propos régalien, concédé, je voudrais essayer de définir la nature de son art. Madeleine Marion est dans une relation pythique avec la langue française, avec sa langue. La totalité de la construction du rôle, du personnage, des images produites par le corps, est, chez elle, déterminée par l'écoute de la langue. Je ne dis pas du tout qu'elle chante sans comprendre. Elle comprend parfaitement ce qu'elle fait. Les éléments de l'action lui apparaissent concrètement et elle est absolument impitoyable pour ce qui est de la vraisemblance des situations. Mais le seul fil qui la guide, c'est non pas la musique, car la parole n'est pas de la musique, mais je dirais le chant parlé de la langue française. Elle ne se fie qu'à ça. C'est une catégorie d'art très rare qui a quelque chose à voir avec la divination. Madeleine Marion a formé des élèves qui n'oublieront pas. Ainsi, elle est un chaînon de notre tradition vivante. Elle est l'histoire même. J'ai eu Madeleine Marion. J'ai travaillé Claudel avec elle et
ce qu'il dit sur la poésie, j'ai compris d'un seul coup que la poésie de Claudel était une langue naturelle. Elle dit en gros que voilà, ou bien on décide que la poésie est la langue de ceux qui ont fumé un peu de moquette, ou on décide que la poésie est la langue de ceux qui décrivent nos situations, notre âme, notre cœur, avec une plume, d'une exigence et avec des mots qui la définissent absolument. Si on se dit ça, effectivement, ça devient une langue absolument concrète. Et Madeleine nous disait, la Vitesse le décrit tellement bien sur l'art divinatoire, et en fait Madeleine était d'un concret, elle-même était plus claudalienne que vitésienne dans ce sens-là. Elle nous disait notamment le verset. Madeleine nous disait, mais Claudel a peur des comédiens de la Comédie Française qui sont capables d'aller jusqu'au point, voilà, dans une langue logorée, extrêmement bien équilibrée, etc. Et disait non, Claudel s'arrête tout le temps parce qu'il veut que ça soit de la vie, que c'est concret, et que dans la vie, nous en sommes l'expression depuis tout à l'heure, on s'arrête, on se coupe, on ne sait plus ce qu'on dit, etc. Et il voulait avoir ce truc-là. Et elle nous disait donc le verset claudélien que nous, on pensait d'une façon biblique. Elle disait, mais c'est pas ça du tout. C'est que si vous avez toute une page où il n'y a pas de rejet à la ligne, c'est que le personnage ne respire pas. C'est aussi simple que ça. Donc faites l'expérience, presque musicalement, ne reprenez pas votre respiration et vous allez avoir immédiatement le sentiment du personnage. C'est extraordinaire, c'est aussi simple que ça. De même que par exemple dans l'échange, Thomas Pollock-Nageoire qui s'adresse à Louis Laine, le jeune sauvage, pour lui expliquer l'économie, il dit tout rejet vaut rejet temps. Exactement comme l'Européen qui découvre Tarzan dit miroir, rasoir. Voilà, exactement de la même façon. Et de tout d'un coup, l'indication est absolument simple. Et je travaillais le partage de midi avec Jeanne Balibar. J'avais la chance d'être au conservatoire avec elle. Et évidemment, mes âges, je suis isé, c'est moi. On partait dans des grandes eaux. Et elle nous disait, mais non, mes enfants, c'est juste une petite poule qui a du succès parce que c'est la seule femme sur le bateau. Et ça ramenait la scène à un concret absolument dingue. Et on disait, mais enfin, Madeleine, pourquoi, c'est quoi alors mes âges, je suis isée, c'est moi. Elle dit, mais elle ne sait pas ce qu'elle dit. Regarde la page d'après, elle dit, je ne sais pas ce que j'ai dit. Voilà. Et finalement, quand on aborde Claudel par ça, c'est extraordinaire. Donc, elle a donné une grande leçon à Vitesse et elle nous a donné une grande leçon à nous tous. Merci beaucoup. Merci.